Napoléon le disait, lorsque lui était présent, ce n'est pas 50 000 hommes, mais 150 000 qui sont là. Les soldats, eux, ils vivent dans ce type de chambre. Majestueux, ce château rayonne toujours aujourd'hui. À la veille de la bataille de Waterloo, une ferme discrète devient le centre du destin européen. Le 17 juin 1815, Napoléon Bonaparte y installe son dernier quartier général. Sous le toit modeste de la ferme du Caillou, les cartes sont déployées et les décisions se préparent. Dehors, la pluie détrempe les champs où l'armée française attend l'aube. Au lever du jour, l'Empire jouera ici sa dernière partie. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes ici au dernier quartier général de Napoléon, anciennement appelé la ferme du Caillou. Donc c'est l'endroit où Napoléon a passé la nuit, la veille de la bataille, donc entre le 17 et le 18 juin. Moi je m'appelle Luc, je vous accueille avec plaisir dans ce lieu qui est devenu un musée. Voilà, donc dans la première pièce, on présente un agrandissement de la carte de Crâne, qui est un cartographe de l'époque, qui est le premier à avoir fait un relevé de la position des différentes troupes impliquées dans le conflit, avec ici, on va dire, la ligne alliée. On peut considérer ici qu'on a la ligne des forces françaises, et entre les deux, on a cette ligne qui fait environ 4 km, qu'on peut considérer comme étant le champ de bataille. Alors la carte ici est inversée, donc on retrouve la ferme du Caillou, donc le dernier quartier général de Napoléon, ici au-dessus. Et on se rendra compte qu'on a relevé un petit peu les différentes fermes qui ont été impliquées directement ou indirectement dans les combats, et aussi les troupes qui occupaient ces fermes. Ça montre l'importance des seuls bâtiments qu'il y avait sur le champ de bataille à l'époque, et avec, au niveau des fermes entre autres, la haie Sainte ici, la ferme de Goumont où on considère que les combats ont débuté, et bon, d'autres fermes évidemment qu'on retrouve un petit peu partout, dont la ferme de Mont-Saint-Jean qui sera par la suite l'hôpital anglais. Alors il se raconte en fait que Napoléon aurait dormi dans cette pièce, ou en tout cas dans ce volume. Et donc Napoléon, qui organisait ses campagnes bien à l'avance, avait son propre mobilier. Donc il y a son bureau, son fauteuil de travail, il travaillait beaucoup, et son fameux lit de campagne, qui est en fait un lit qui lui avait été proposé par Marie-Jean de Souche, qui est un serrurier au départ, et qui lui avait vendu ce lit pliable complet, donc qui correspond un petit peu au lit parapluie que nous connaissons tous, qu'on utilise encore aujourd'hui, hein, donc c'est exactement le même type de structure, sauf qu'on est sur un lit en acier. Et donc Napoléon en avait acheté plus de 10 pour justement multiplier le nombre de charrois possibles pour ces différentes campagnes et pour avoir de la réserve. Les soldats de Napoléon donc, arrivent ici, décident d'installer les troupes principalement en extérieur et d'installer Napoléon bien entendu à l'intérieur. On ne prend pas le temps de monter les tentes, pas la tente de Napoléon évidemment, mais pas la tente des soldats non plus. Ils vont s'installer un petit peu en ordre dispersé sur toutes les terres agricoles qu'il y a autour de la ferme. Ils vont un peu casser la croûte comme on dit. Napoléon évidemment bénéficie de sa cuisine privée, de sa cuisine mobile. Donc il a son cuisinier qui vient avec tout son matériel. Il a évidemment des nourritures de qualité supérieure. Mais voilà, il va manger vite, comme il fait toujours. Il va dormir très peu. Et il va surtout passer du temps avec son état-major, avec ses officiers supérieurs, pour préparer les combats sur base des informations
qu'il va recevoir de ses éclaireurs. La ligne de front du lendemain, elle est à 4 km d'ici. Les Anglais, ils sont à 8-10 km grand maximum. Donc, il y a moyen d'un petit peu voir assez rapidement, d'avoir les informations en tout cas assez rapides sur qui se trouve où et combien. Et donc, on a dans ce musée des pièces emblématiques, dont cette toile de tournée qui recouvrait en fait les tables. Donc, ils ont utilisé cette toile pour recouvrir les tables qui étaient sur place, dans la ferme. Et ils vont étaler les cartes du champ de bataille, donc principalement les cartes Ferrari, autres cartographes, pour un petit peu, vérifier les différents reliefs et préparer les combats du lendemain. Donc voilà, c'est sur un alignement de table que ces fameuses cartes vont être étalées les unes à côté des autres et où chaque officier va donner son avis avec bien entendu Napoléon qui aura le dernier mot sur la façon dont les combats vont se passer le lendemain. À savoir qu'en attendant, bien entendu, les soldats continuent à prendre l'eau à l'extérieur, seront trempés, sont fatigués, marchent depuis très longtemps. Il y a de la boue, donc ça n'augure évidemment rien de très agréable pour le jour des combats. Et donc vous voyez ici en fait l'agrandissement du Conseil de guerre, qui est une représentation contemporaine de ce qui a pu se passer ce jour-là. Donc c'est Patrice Courcelles, un artiste qui travaille beaucoup en fait les uniformes, qui est un spécialiste de l'Empire. Et donc il a ici représenté sur base de certaines informations à quoi pouvait ressembler en fin de compte le Conseil de guerre. À savoir que toutes les personnes représentées n'étaient pas spécialement présentes ce jour-là. Donc c'est une évocation, mais c'est une évocation qui montre bien que un Conseil de guerre, c'est pas une partie de plaisir. Et on peut voir dans l'expression de Napoléon le stress naissant. Je pense que Patrice Courcelles montre très bien la tension qui monte face au combat qui approche. Alors vous avez ici quelques exemples d'uniformes très stylisés. On a voulu simplifier la lecture des uniformes. Il faut savoir que les uniformes à l'époque c'est très compliqué, il y a énormément d'uniformes différents, mais il y a un point commun à tous ces uniformes, c'est qu'ils sont très colorés. Le principe c'est que sur un champ de bataille, il y a tellement de fumée due à l'artillerie, due aux coups de fusil, que pour être sûr de tirer sur la bonne personne, eh bien, il était important de les reconnaître. Et donc, c'était pratiquement un accord tacite entre les différentes troupes, c'est qu'on préférait se reconnaître entre nous. Et alors, on a évidemment, à un moment donné aussi, comme pièce, des armes originales d'époque qui correspondent aux différentes armées, aux différentes troupes qui étaient présentes sur le champ de bataille, avec des fusils, des revolvers éventuellement, des épaulettes. Et on arrive dans une vitrine comme celle-ci avec le premier sabre que va recevoir un soldat dans sa carrière. C'est un peu le couteau suisse du soldat, donc le sabre dit sabre briquet. C'est un sabre qui est utilisé pour vraiment tout. Et en fonction évidemment des troupes dans lesquelles il va par la suite évoluer, on va avoir des sabres de plus en plus travaillés, de plus en plus définis. Certains font même graver leur nom propre sur leur propre sabre. Alors ici on est à l'arrière du bâtiment, donc ce qu'on appelle le verger aujourd'hui, qui était sans doute le potager à l'époque, mais bon évidemment les terres de l'époque ne sont plus
ne sont plus attachés au bâtiment. Et il y avait ici la garde impériale. Et la garde impériale, on peut considérer que c'était les gardes du corps de Napoléon. Donc ce sont des troupes d'élite, ce sont les meilleurs d'entre les meilleurs, les survivants aussi des différentes campagnes, qui donc se sont illustrés de façon courageuse lors des combats et qui sont désignés pour protéger Napoléon au péril de leur vie, bien entendu. Et donc près de Napoléon et la garde impériale, il y a les gradés. Et alors tout autour, on voit les champs. Et là, ce sont les soldats qui vont bivouaquer sans tente, sous leur parka, sous la pluie, et qui, le lendemain, vont partir droit devant sur plus ou moins 4 km pour arriver sur le champ de bataille. Ils partiront par la route, ils partiront à travers champs. Et ceux qui auront survécu au combat, quelques heures par après, évidemment, reprendront la route, mais dans l'autre sens, pour fuir les combats, et parce que ça marquera tout simplement la défaite de Napoléon. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite mise en bouche de ce haut lieu historique. Et je ne peux que vous inviter à venir visiter non seulement le dernier quartier général de Napoléon, mais aussi évidemment l'entièreté des musées que compose le site, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui fait votre histoire d'aujourd'hui.